quand je vais dans le Médoc, là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, bah, avant, on voyait qui était le patron. Et plus ça va, plus il y a des grands trucs qui se sont mis dedans, des assurances, des banques, du luxe, et on a de l'éloignement, on ne sait plus qui est le patron. Et je pense que ça, c'est un fait majeur pour nous. C'est un fait politique majeur. Je compare toujours avec mon coin, excusez-moi, c'est celui que je connais. Afrique Secours, qui est au cœur de ma circonscription, qui était du textile, l'empire textile des frères Saint. Quand les gens sortaient de l'usine et qu'ils allaient regagner leur taudis, ils voyaient sur la vallée les châteaux tout autour des frères Saint. Et les manifestations, elles se terminaient toujours devant le château, il y en a un qui a cramé, bon voilà. Et quand ils allaient au cimetière, il y avait des chapelles de 1,50 m de haut des frères Saint, pendant qu'eux, ils étaient entourés même le sol. Quand ils allaient à l'église, c'était le carré en fer forgé avec des petites pointes dorées là, et puis derrière les sièges molletonnés en mousse, vous voyez, pendant qu'eux ils s'asseyaient sur de la paille, sur des sièges en paille. C'est-à-dire que tous les jours, dans leur univers, ils savaient où partait la plus-value sans avoir lu Marx et sans avoir besoin de le lire. La division entre le capital et le travail était de l'ordre de l'évidence. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est l'éloignement géographique entre le capital et le travail. Et ça, c'est un fait politique majeur, et nous devons travailler à ça tous les jours, 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 tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Whirlpool ferme, le premier réflexe des gars, c'est les réfugiés et les assistés. Mais j'ai dit, attendez, mais bon sang, c'est eux qui vous ont licencié là? Est-ce que vous connaissez Jeff Fettig? Non, ils ne connaissent pas, c'était leur PDG, qui est aux États-Unis. Je le fais sur Google Maps, je sors la vue de la maison avec 26 salles de bain, accès direct à la plage, terrain de tennis en extérieur, et je leur ramène ça, pour qu'ils voient où ça part, pourquoi ils sont licenciés, vous voyez? Et je pense que cette démarche-là, on a à la faire par des statistiques, évidemment. Dire, il y a 20 ans, les 500 fortunes françaises représentaient 5% du PIB, aujourd'hui elles approchent les 40%. Voilà. Donc ça, c'est des statistiques, il faut les marteler. Moi, dans tous mes bulletins que je fais d'élu, enfin depuis que je suis élu, j'ai toujours un post-it et je remets la même chose tout le temps. Voilà, je le mets. Vous savez, Dominique Sue répète tous les jours, alors bon. Mais ensuite, il faut trouver des manières de passer toujours cette même idée-là de façon marrante aux gens. Vous chopez les gens par le rire. Enfin, de temps en temps. Moi, j'ai fait ma campagne. La première campagne en 2017, donc dans des trucs très populaires quand même, hein, je l'avais faite avec, bon, vous êtes content, vous n'aurez plus à payer l'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Moi je ne paye pas l'ISF, qu'est-ce qu'il veut? Bon, parce que Macron allait dégager l'ISF. Là je l'ai fait sur, alors vous m'avez entendu à la radio peut-être, mais on peut le faire quand même ce soir. Est-ce que vous pouvez compter avec moi jusqu'au 3? 1, 2, 3. 10 000 € pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui ne paye pas d'impôts en France alors que le boulanger du coin paye 24% d'impôts sur les sociétés. Et c'est-à-dire qu'en 3 secondes, il a gagné autant que Hayat, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap en 1 an. Je veux dire, même les gens qui sont un peu bouchés, à la limite, ils vont dire derrière, bon, on n'y peut rien, de toute façon, ça ne va jamais changer. Ce genre de dialogue-là s'installe. Mais en revanche, sur le fait que l'injustice majeure, elle soit là-haut et pas en bas, tout de suite, ça remet quand même un petit peu les pendules à l'heure, très temporairement, parce que le truc, c'est que nous, on va partir et l'injustice majeure, elle cessera d'être montée, tandis que l'injustice mineure, elle sera toujours sous le nez des gens. Hein. Donc, c'est un travail, c'est Sisyphe, il faut toujours le reprendre. Il faut le reprendre aussi sur le terrain écologique. Évidemment, par exemple, tout ce qui a surgi sur les jets, c'est très bien. Le fait qu'on puisse suivre le jet de Bernard Arnault, le jet de tout ça. Comment les gens vont pouvoir accepter des zones à faible émission? On va leur interdire d'aller en bagnole pour se faire soigner, pour bosser en centre-ville, si on continue à autoriser des jets à nous passer par-dessus la tête. C'est inacceptable pour les gens. Voilà, je pense, quelque chose que nous avons à répéter en permanence. Maintenant, vous dire quelle est ma ligne directrice générale. Parce que l'écologie, là, quand je dis les jets, c'est que dans mon coin, l'écologie, quand j'en parle, les gens ils font 5 mètres en arrière, ils disent putain, mais il va me demander de changer ma bagnole alors qu'elle roule encore très bien. Et ma cuve à fuel, s'il voit que j'ai une cuve à fuel, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, c'est ça en gros. Hein. Donc,
la question se pose de comment on fait une écologie populaire. Moi, ma réponse est qu'il faut lier l'écologie au travail. Alors, je pense que nous devrions être Roosevelt 1942. C'est quoi Roosevelt 1942? Il lui manque de tanks, il lui manque de bombardiers, il lui manque de porte-avions. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de canaliser toute l'énergie du pays, tout le savoir-faire du pays, tous les capitaux du pays, toute la main-d'œuvre du pays en une direction qui est l'économie de guerre. Et là, pour moi, de la même manière, aujourd'hui, on devrait canaliser tous les savoir-faire du pays, tous les capitaux, toute l'énergie du pays en une direction qui est l'économie de guerre climatique. Et que on n'opérera pas, on ne fera pas face au choc climatique sans du travail. Je veux dire, si on veut moins d'intrants dans l'agriculture, c'est un paquet de personnes qui vont avoir mal au dos à la fin de la journée à force de ramasser des haricots verts, hein, quand même, quoi. Le bâtiment, moi je serais pour qu'on dise que les passoires thermiques, là, vous savez, l'an dernier, on a rénové 2500 passoires thermiques. Il y en a 5 millions. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, on en a pour 2000 ans. Donc entre Jésus-Christ et aujourd'hui, on recommence, enfin ce sera la fin des passoires thermiques. On voit que la main invisible du marché, même aménager une petite prime rénov', ça marche pas. Donc, là, il faut se dire, voilà, c'est des dizaines de milliards d'euros à mettre là-dedans. Ça fait 5 ans, je répète en commission des affaires économiques, en disant c'est du gagnant, 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 gagnant. 4 fois gagnant. Gagnant pourquoi? 1, gagnant pour les factures des gens. 2, gagnant pour l'emploi. 3, gagnant pour la planète. 4, gagnant pour l'indépendance du pays, parce qu'on aura moins importé de fuel et de gaz. Bon, ils s'en foutent. Bon. Mais maintenant qu'il y a l'Ukraine, ils s'en foutent plus. Mais ils me disent, oui, mais on n'a pas la main-d'œuvre. On va attendre quoi? Que la main-d'œuvre elle tombe du ciel, que naturellement on se décide de devenir maçon? Bah non, ça va pas marcher comme ça. Moi je suis pour, par exemple, que vous savez, il y a des pubs à la télé pour l'armée de l'air. Aidez votre pays, vivez la grande aventure. Vous voyez? Et bien moi je suis pour qu'il y ait des pubs à la télé, devenez travailleur du bâtiment, aidez votre pays, sauvez la planète. Vous voyez? Que la jeunesse soucieuse d'écologie, elle mette les mains dans le cambouis et qu'elle se dit, voilà, il y a un chemin et qu'on s'oriente vers ces métiers-là, non plus avec résignation comme dans une impasse, mais le feront avec fierté parce que nous œuvrons pour notre pays. Mais maintenant, ça c'est le volet valeur travail, pardon. Mais il y a la valeur du travail. Il faut dire que le minimum sur ces métiers-là, c'est 2 000 € par mois. Il faut dire qu'il y a une semaine de congé payé supplémentaire parce que c'est dur, et il y a la garantie, après 50 ans, si on en a mal au dos, de pouvoir s'ouvrir une nouvelle carrière, comme pour les militaires. Et si vous travaillez beaucoup, moi je veux un atelier de réparation d'informatique, de mécanique, d'électronique par quartier et par canton. C'est du travail. Alors là, on me dit, je fais face aux critiques maintenant. On me dit, mais Ruffin, c'est l'État Léviathan qui décide de tout. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ça, l'État, il est là pour stimuler les initiatives. Il est là pour faire qu'il y ait des associations, il y ait des entrepreneurs. Je n'exclus pas même que des multinationales soient canalisées dans cette direction-là. Il ne s'agit pas que l'État fasse tout. En revanche, l'État doit canaliser les énergies, être un stimulant et dire voilà ce qu'on veut, voilà l'objectif qu'on se fixe, et maintenant que tous les bricoleurs s'y mettent et qu'on en ait un d'atelier de réparation par quartier ou par canton. Donc je ne suis pas là pour avoir un grand Léviathan du haut, et même je dirais qu'aujourd'hui, l'une des choses qui m'inquiète, si jamais on avait à prendre le pouvoir, c'est pas vrai qu'un homme, une femme de la meilleure volonté là-haut, même entouré de quelques ministres en dessous, tous de la meilleure volonté, vont transformer le pays. C'est pas vrai s'il n'y a pas en même temps une immense pression populaire. Moi je reste favorable au Front populaire. Hein. Les urnes et la rue. Si on n'a pas la rue, il n'y aura pas grand-chose qui se passera. Mais par ailleurs, c'est pas vrai qu'on va arriver là-haut et que si jamais il n'y a pas des initiatives qui ont été prises massivement d'en bas, on va s'en sortir. Regardez la grande création qu'est la sécurité sociale. Jamais Ambroise Croizat n'aurait imaginé la sécurité
sociale. Jamais il n'aurait osé la mettre en œuvre, mais jamais l'idée ne lui serait venue si jamais pendant 40 ans auparavant, il n'y avait pas eu des caisses de solidarité, des mutuelles, des entreprises qui se mettaient ensemble et qui faisaient germer ça par le bas. Il faut absolument qu'il y ait une stimulation des initiatives prises dès maintenant. Enfin, il y en a déjà un paquet, hein, mais il faut continuer, il faut en avoir plus d'initiatives qui sont porteuses d'imaginaire, qui ouvrent des voies pour demain, pour que quand on arrive là-haut, on puisse dire c'est possible, regardez, les copains l'ont fait à Bordeaux. C'est ça l'enjeu. Parce que si on arrive là-haut et qu'il n'y a pas déjà des milliers d'initiatives qui ont germé dans le pays, nous ne pourrons nous appuyer que sur lui. Il n'empêche que, oui, je pense qu'il faut une alliance du bas et du haut, et je ne pense pas que les petits colibris d'en bas, ça suffise du tout. Je pense qu'à un moment, il faut prendre l'appareil d'État. L'appareil d'État est un immense instrument pour aider à canaliser cette énergie, comme l'a fait Roosevelt, mais Roosevelt n'a pas nationalisé toute l'industrie américaine, hein, c'est pas devenu un pays socialiste, hein, donc bon. Donc ça, c'est sur les... Alors, la difficulté, si on compare avec Roosevelt, c'est que Roosevelt, c'était pour beaucoup des grands travaux. Or, nous avons à passer à l'ère pour beaucoup des petits travaux. Pas dans le cadre de la rénovation thermique, et sur plein d'autres choses, c'est par le petit. Par exemple, vous voyez, quand je mets en scène dans Debout les femmes et les auxiliaires de vie sociale, c'est avec la conviction que c'est à la fois un combat social, évidemment, hein, c'est des centaines de milliers de personnes qu'il s'agit de faire passer au-dessus du seuil de pauvreté. Un combat féministe, parce que ces métiers-là sont méprisés, parce que ce sont des femmes. Parce que finalement, dans l'inconscient collectif, elles font ça à la maison gratuitement depuis des siècles, s'occuper des personnes âgées, des malades et des enfants. Maintenant, on les paye un peu pour le faire dehors, elles ne vont pas nous emmerder en plus. Quoi. Donc voilà. Mais c'est aussi un combat pour moi écologique. Ça pose la question du progrès. Qu'est-ce que le progrès aujourd'hui? Est-ce que c'est plus de biens? Est-ce que c'est un téléphone portable avec la 6G connecté au frigo qui prévient Carrefour Market quand il n'y a plus d'olive à l'intérieur? Et c'est ça la progrès. Ou bien est-ce que c'est la qualité des relations, des soins, des liens, de l'accompagnement qu'on a de la naissance à la mort pour nos bébés, nos enfants, qui soient handicapés ou non, nos adolescents et jusqu'à la personne âgée? Évidemment, il y a un progrès qui est encore plein de matière et il y a un progrès qui comporte beaucoup moins de matière et qui me semble faire partie d'un projet écologique.